Bonjour à toutes et à tous, c'est Smart Impact, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font de la responsabilité sociétale et environnementale un axe fort de leur développement. Bonjour Émilie. Bonjour Thomas, comment ça va? Mais ça va très bien, en pleine forme pour vous présenter le sommaire de ce mardi. Le PDG d'Havas Paris, Julien Carrette. Avec lui, on verra si la publicité peut transformer les choix de consommation en faveur de l'environnement. Notre débat RSE du jour porte sur les trottinettes électriques. On essaiera de voir quels sont leurs impacts. Et puis dans Smart Ideas, Mélanie Marcel, c'est la présidente de SOS Science, où quand la recherche scientifique se veut avant tout responsable. Voilà pour les titres, on a une demi-heure devant nous, c'est parti pour Smart Impact. Bonjour Julien Carrette, bienvenue. Bonjour à vous deux. Vous êtes le patron d'Havas Paris, vous avez signé le mois dernier dans le journal Le Monde une tribune sur le rôle de la publicité pour transformer notre société. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Vous n'êtes pas là uniquement pour nous inciter à consommer toujours plus? Écoutez, je crois que la publicité a beaucoup de pouvoir. D'ailleurs, beaucoup de gens le reconnaissent et beaucoup d'entreprises investissent en publicité. Donc ça veut dire que la pub a du pouvoir. Et chiche, je pense que si ce pouvoir il est mis au service d'une transformation positive, on peut apporter notre pierre à l'édifice pour faire bouger les choses, pour faire consommer de façon plus vertueuse, pour faire des choix d'entreprise pour sa carrière ou pour sa consommation, qui soient sur d'autres critères que juste le prix ou la qualité du service. Quand vous dites chiche, ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas forcément le cas. Il y a vraiment une mutation à opérer aussi dans votre métier? Je crois qu'il faut être sincère. On a tous une part de responsabilité dans cette consommation. Elle a beaucoup changé sur les 20 dernières années. Et le pari qu'on fait, c'est qu'elle est en train de changer de façon drastique dans les années qui viennent. Et je pense qu'on ne passera pas de 0 à 15% de bio sans publicité. On ne fera pas une transformation pérenne à la voiture électrique sans publicité, sans désir, sans projection positive sur les usages de demain. Donc la pub a un rôle formidable à jouer dans cette transformation. Et les agences aussi, du coup, je crois que vous accompagnez même vos clients, hein, c'est ça? Vous mesurez l'impact de leur campagne, c'est ça? Absolument. On a lancé un process depuis 3 ans à l'agence pour d'abord éco-compenser les campagnes, les événements qu'on monte avec nos clients. Il y a une vingtaine de clients de l'agence, donc c'est pas encore suffisant, mais ça monte mois après mois qui participent à cette éco-compensation. Et puis là, on l'a fait pour tout Havas, c'est-à-dire et sur la partie conseil création dont je m'occupe, et sur la partie médias, pour faire en sorte que quand un annonceur se dit quelle campagne je vais faire, avec quel message, mais aussi sur quels médias je vais la passer, en presse, en affichage, en radio, en digital, je peux mesurer l'impact en CO2 de l'ensemble de la chaîne de valeur de notre métier. C'est une demande, ça, de la part de vos clients? En tout cas, c'est une préoccupation qu'ont toutes les grandes entreprises et les grandes marques avec lesquelles on travaille. Ils ne l'ont pas forcément formulé en disant je veux cet éco-comparateur, mais ils veulent pouvoir, je dirais, avoir de l'impact dans leur communication positive. C'est très vrai sur les campagnes de pub, c'est très vrai sur les événements, c'est très vrai sur le papier, tous ceux qui produisent des rapports, des publications. Donc sur l'ensemble de nos métiers, il y a une préoccupation environnementale. Et si on est concret, elle fonctionne comment cette compensation? C'est quoi? On plante des arbres? Exactement, c'est exactement ça. C'est qu'on plante des arbres. On a monté plusieurs partenariats avec des associations. Alors il y a des arbres, il y a du café, il y a plusieurs associations en France et en Amérique latine pour, je dirais, faire correspondre en investissement écologique ce qu'on a malheureusement dépensé en campagne. Et alors, est-ce que vous faites des choix, des tris avec des clients que vous n'allez peut-être pas prendre parce qu'ils vont avoir des messages pro-énergie fossile, je ne sais pas, par exemple? C'est marrant, c'est un débat qu'on avait déjà ce matin sur des clients. Moi, je crois que notre rôle, il n'est pas d'avoir un jugement moral sur les entreprises. Les entreprises, elles sont en train de se transformer. Certaines sont en retard, d'autres sont en avance. Nous, on n'a pas de jugement de valeur à apporter là-dessus. Nous, ce qu'on veut faire, c'est être dans la dynamique de transformation positive. Donc ceux qui sont en avance, de leur faire jouer le rôle de moteur et d'inspiration pour le reste du marché et puis planter des graines pour le futur. Ceux qui sont plus en retard, de mettre en scène leur transformation. On n'a pas de jugement à apporter sur la maturité des entreprises. Ouais, on va prendre un exemple concret sur, par exemple, les voitures, publicité pour les voitures. Faut-il, comme le demande l'ancienne ministre de l'écologie de François Hollande, Delphine Batho, interdire les publicités pour les SUV, les gros 4x4? Je pense que c'est une question industrielle compliquée. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas patron de Renault ou de PSA. C'est-à-dire que je ne sais pas
l'investissement exact qu'il faut faire pour passer de l'un à l'autre. Donc si on commence, nous, à dire qu'il faut arrêter la pub pour les SUV tout de suite, alors qu'ils ont besoin de l'argent qu'ils ont gagné grâce aux SUV pour développer une filière électrique qui est profonde, qui est lourde, qui demande aussi de l'équipement de partenaires, je pense qu'on n'est pas à notre place. Par contre, essayer, par exemple, de mettre plusieurs personnes dans une voiture, dans une campagne publicitaire pour montrer que la voiture, ça s'utilise à plusieurs et pas seulement seul. Par exemple, mettre en avant des arguments d'économie d'énergie ou de conduite qui sont positifs, je pense qu'on peut contribuer à faire évoluer les choses. Donc c'est ça le rôle d'un publicitaire, vous diriez aujourd'hui, pour qu'une publicité soit éthique, c'est ça? Il faut accompagner les clients dans cette démarche un peu de transition écologique? Je pense qu'on a un rôle de conseil. Et que dans ce conseil, on peut y mettre de la volonté, un peu de militantisme. Je sors d'une campagne avec un client pour lequel on a développé un label écologique qui met en avant toute la transformation positive écologique qu'ils ont mis en place. On en a discuté ensemble et on a dit à ce client que c'était un des critères clés de performance. Aujourd'hui, on a une étude chez Havas qui s'appelle Meaningful Brands et qui montre en gros que un tiers de l'image que se font les gens d'une marque, c'est sur des critères collectifs. Est-ce que je paye bien mes salariés? Est-ce que je produis en France? Est-ce que je paye mes impôts? Est-ce que je produis de façon environnemental friendly? Donc, sur l'ensemble de ces critères-là, c'est devenu, on va dire aller au tiers, une clé de performance et d'image des marques. Est-ce que c'est une façon de rattraper, parce que forcément, il y a eu, dans votre agence ou dans d'autres, des campagnes de greenwashing où la pub finalement aidait à fabriquer une image verte un peu factice? Alors probablement dans l'ensemble du secteur, il y en a eu, j'espère pas trop chez nous, mais en tout cas, de toute façon c'est un chemin d'amélioration continue, donc on n'a pas du tout la prétention d'être arrivé, et je pense que personne n'est arrivé sur ce terrain-là. Ce qui est vrai, c'est que je pense à l'inverse de temps en temps d'une image qui se répand dans l'opinion, les publicitaires et les entreprises font extrêmement attention à ce qu'ils font. Nous, on vient de faire justement une campagne sur l'environnement, on est passé à l'ARPP, on est passé à la direction du développement durable de la boîte, à sa direction scientifique pour savoir si les allégations pouvaient être tenues, si elles étaient conformes à la législation. Donc on est très 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 vigilant sur ce terrain-là qui est particulièrement observé. Alors je reviens à cette interview de Delphine Bateau sur RMC. Elle parlait de l'imaginaire, elle posait la question de l'imaginaire, et c'est une façon de reconnaître d'une certaine façon le pouvoir de la publicité, effectivement, qui joue sur notre imaginaire. Après, on peut se demander si c'est aux politiques de vouloir contrôler notre imaginaire, mais ça c'est un autre débat. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je pense qu'il y a une idée, parfois un peu trop répandue chez les politiques, qui est quand il y a un problème, il faut faire une nouvelle loi ou une nouvelle taxe. Alors qu'il me semble que sur ce terrain-là, c'est aussi une question de désir. C'est-à-dire, on ne fera pas passer les Français à l'énergie renouvelable, à la voiture électrique, à la consommation du bio, uniquement avec des réglementations. Je pense qu'on les fera passer grâce à un imaginaire de projection. En gros, c'est cool d'aller dans cette direction-là. J'ai plutôt des leaders d'opinion qui me donnent envie de le faire. Je suis attiré par des marques qui sont particulièrement engagées. C'est déjà le cas pour la jeune génération, beaucoup, et c'est en train de contaminer l'ensemble de notre consommation. J'allais dire tant mieux, et nous, on pense qu'on doit aussi être créateur de désirs positifs vers cette nouvelle économie. J'ai discuté avec un annonceur qui est très engagé en RSE, qui me disait c'est insupportable de communiquer parce qu'on a peur justement qu'on nous reproche un greenwashing. Donc on ne sait plus s'il faut communiquer sur ce qu'on fait. Est-ce que la publicité d'aujourd'hui, c'est de la publicité de preuve, j'allais dire une communication de preuve, de résultats? Alors ça c'est ma conviction personnelle. Je pense qu'on est en train d'information, même vous informez le téléspectateur, l'auditeur. Je disais dans cette tribune de façon un peu provoque qu'aujourd'hui la publicité, elle est aussi d'intérêt général quand elle met sur la table les arguments, les allégations scientifiques. Sur le nucléaire, par exemple, si les grands producteurs ne disent pas que le nucléaire est sans CO2, eh bien, ils n'informent pas la communauté publique pour pouvoir faire des choix éclairés. Donc je pense que la pub, elle a un rôle civique, si elle fait bien son métier, c'est-à-dire de façon rigoureuse, pour mettre je dirais, en société, les arguments pour qu'ensuite les consommateurs puissent faire des choix éclairés. Il n'y a pas un problème de crédibilité aussi, de confiance du grand public, de l'opinion envers la publicité? Ils se disent de toute façon, c'est pour vendre quelque chose, donc on ne va peut-être pas les croire. Vous voyez, est-ce qu'il n'y a pas ce côté-là? Ça, c'est sûr que de toute façon, il y a un truc dans lequel on n'a pas très bien travaillé, c'est sur notre propre image. Aujourd'hui, on a une image de notre métier qui est un peu dégradée, alors que sincèrement, on essaye de le faire le mieux du monde. Et moi, quand je rencontre des industriels et des marques, ils ont envie de faire bien leur métier, donc voilà, c'est un peu injuste, mais c'est à nous de travailler ça pour le dire. Après, je pense qu'il y a une bataille des causes aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes les marques
ont compris que pour parler à cette génération, il fallait être engagé, avoir du sens et faire autre chose que seulement bien faire son métier. Il fallait en faire plus. Donc nous, on prend cette vague. Plus pour l'intérêt général, du coup ? Plus pour l'intérêt général. Vous avez vu que beaucoup d'entreprises ont décidé de devenir des entreprises à mission, ont décidé de s'engager dans les programmes Bicorp, ont décidé évidemment d'avoir une raison d'être. Ça veut dire que sincèrement, il y a des nouveaux dirigeants, ou des dirigeants anciens, mais qui ont cette maturité sur ces sujets d'intérêt général, de le revendiquer. Et tant mieux, parce que ça devient un critère de choix prépondérant pour beaucoup de consommateurs. Havas Paris, c'est 450 collaborateurs, 250 clients, 88 millions d'euros de marge brute. Est-ce que vous appliquez aussi des principes RSE, voilà, à votre fonctionnement quotidien? Alors, il nous reste une minute, il faut en citer un ou deux peut-être. Oui, on le fait. On a notamment retiré tout le plastique pour notre agence, puis pour tout le groupe Havas. Donc on a économisé beaucoup de plastique. On soutient nos salariés qui viennent en vélo électrique parce qu'on est partenaire de Véligo. Donc il y a à peu près moins de 10% de nos salariés qui sont passés à l'électrique avec une prime pour nous. Donc voilà, on a aussi monté un partenariat avec l'association Sequoia pour faire de la production de films publicitaires en ayant du recyclage et en n'ayant pas de gaspillage de plastique, de matière que de temps en temps on consomme quand on fait des campagnes. Donc voilà, on s'applique à nous-mêmes ce qu'on recommande à nos clients. Ce sont des petits pas et on s'engage dans la durée. Merci beaucoup, merci Julien Carrette, à bientôt. Sur Bismart, tout de suite, notre débat sur les trottinettes électriques écolo ou pas ? Pour ou contre les trottinettes électriques? On va se poser la question de leur impact aujourd'hui avec nos deux invités. Julien Mouillequet, vous êtes directeur de Bolt France, service de VTC qu'on ne présente pas. Bonjour et merci d'être avec nous. Et Clément Fournier, rédacteur en chef de You Matters. Vous êtes spécialiste climat et environnement. Bienvenue à vous aussi. Bienvenue et merci d'être ici. Julien Mouillequet, vous n'êtes pas contre, j'imagine. Depuis quand Bolt France propose ce service de trottinette électrique? Alors, je vais d'abord faire un petit récapitulatif sur Bolt. Bolt, c'est la plus grosse plateforme européenne de mobilité, créée à Tallinn en Estonie en 2013. Nous opérons dans 35 pays avec 30 millions d'utilisateurs aujourd'hui, sous différentes lignes de service, à savoir le VTC, la micromobilité, composée de deux produits, les trottinettes électriques et les vélos électriques, la livraison de repas et la livraison de marchandises. Bien sûr, aujourd'hui, en termes de micromobilité, les trottinettes électriques sont une réelle innovation, adorée notamment à Paris et en France, dans toutes les grandes agglomérations. Donc oui, bien sûr, aujourd'hui, c'est une vraie alternative à la mobilité. C'est un produit qui fait part de la mobilité douce et donc qui, aujourd'hui, sert... Vous ne l'avez pas lancé pour des raisons écologiques, la trottinette électrique, j'imagine. La trottinette électrique a d'abord été lancée pour répondre apporter, on va dire, aux Franciliens une solution pour les derniers kilomètres en proposant un service de mobilité douce. Donc aujourd'hui, les trottinettes sont écologiques. Puisqu'elles ont répondu, du moins dans un travail de collaboration avec la mairie de Paris, comme on l'a vu dans l'appel d'offres, à toute une mise en place de structures et un peu une réglementation du secteur plus généralement de la mobilité qui apporte une solution aujourd'hui écologique. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, on est dans ces nouvelles mobilités et c'est vrai qu'on est aussi dans un choix gouvernemental, ça vaut aussi pour les voitures, hein, de bascule vers l'électrique. Et on commence forcément à se questionner sur les vrais avantages et les bons usages de cette mobilité électrique. Clément Fournier, vous, si on commence à faire un bilan, là on est sur les trottinettes électriques, on va essayer de rester centré là-dessus, le débat dure une dizaine de minutes, ça va vite. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est un outil écologique ou pas? Alors, déjà, la question, c'est pas forcément d'être pour ou contre. C'est-à-dire qu'un mode de transport, il peut avoir des usages qui sont pertinents et d'autres qui le sont moins. En l'occurrence, sur la trottinette électrique, les études qu'on commence à avoir sur son impact environnemental, elles sont un peu nuancées, dans le sens où, en effet, ça pollue pas au moment où on la conduit, ça émet pas de gaz à effet de serre, pas de polluants. Par contre, ça peut polluer à d'autres étapes de l'utilisation du produit, par exemple à sa fabrication, puisqu'il faut fabriquer la batterie, donc il faut aller extraire des matériaux, fabriquer le moteur, etc. Ça peut polluer aussi au moment où on produit l'électricité qui va servir à alimenter la trottinette.
Donc là, en France, on a un petit peu de chance parce qu'on a une électricité qui est relativement propre, enfin en tout cas décarbonée, qui émet peu de CO2 grâce au nucléaire et aux énergies renouvelables. Et la trottinette, elle peut polluer aussi en fin de vie quand elle est hors d'usage et qu'on doit recycler les matériaux qu'on a utilisés pour la produire. Et donc si on fait le compte de tout ça, aujourd'hui, les études qu'on a, on a une étude de l'Université de la Caroline du Nord, par exemple, sur le sujet, montre que les émissions de CO2 d'une trottinette électrique, c'est entre 120 et 200 grammes de CO2 par kilomètre parcouru, ce qui est aujourd'hui équivalent ou même un peu supérieur à ce que fait une voiture diesel, par exemple. Donc c'est pas extrêmement écologique à l'heure actuelle, mais ça peut s'améliorer si demain les opérateurs essayent de mieux produire avec des énergies plus propres, de mieux recycler, d'allonger la durée de vie des produits, voilà, ce genre de choses. Ouais, justement, on va se poser la question de l'évolution. Effectivement, je pense que les chiffres doivent se rejoindre. On a ces chiffres publiés par le Journal of Cleaner Production qui dit que les trottinettes électriques en free floating, donc c'est celles qui sont en location, ont émis 13 000 tonnes de CO2 en un an à Paris. Donc ça tient compte de toutes les phases de production et de recyclage dont vous parliez évidemment. Vous parliez tout à l'heure, Julien Mouillequet, des critères donnés par la mairie de Paris pour créer le service. On peut peut-être rentrer un peu dans le détail. C'est quoi le cahier des charges et est-ce que vous pensez qu'il peut évoluer ce cahier des charges pour être plus écologique? Alors, il y a un premier volet qui se base sur la sécurité et on va dire toutes les mesures mises en place pour assurer une bonne utilisation de ces véhicules, de ce type de transport. Notamment où aujourd'hui, il y a tout un pan, ou du moins de la réglementation, qui interdit l'usage, par exemple, des trottoirs, où on peut avoir, depuis un décret de juillet 2019, une amende de 135 €, donc être verbalisé, si on n'adopte pas le bon comportement sur la chaussée. Il y a aussi on va dire tout un pan qui est lié à l'aspect écologique. Donc, comme le alors, disait, c'est celui-là qui nous intéresse. Comme le disait Clément, alors on va vraiment rentrer dans le sujet, où aujourd'hui, des opérateurs, par exemple, si nous parlons de nous, Bolt, nous engageons à compenser toutes les émissions en CO2 à partir d'ici 2021 dans toutes nos opérations. Donc, ça va être dans le changement, la réparation des trottinettes, le changement et comment on recharge les batteries, mais encore le recyclage. Aujourd'hui, par exemple, Bolt, nous avons développé en interne une trottinette électrique composée à 90% d'aluminium et 70% de plastique en moins que nos concurrents directs. Et par exemple, dans l'exercice, pour réparer dans l'exercice et les opérations de notre activité, nous avons créé en interne donc une trottinette électrique qui aujourd'hui a une durée de vie à peu près de 36 mois et qui est modulable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour la remplacer ou la réparer, on utilise des modules comme le changement de la batterie, ce qui réduit drastiquement les émissions en termes de CO2. Clément Fournier, finalement, ce qui pollue le plus, c'est moins la batterie, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et plus les usages, c'est ça C'est ça. En fait, ce qui est important avec les trottinettes électriques, c'est de savoir quels usages elles permettent de faire en termes de transport. Alors, si je dois schématiser très rapidement, si vous prenez votre trottinette électrique pour remplacer un trajet que vous auriez fait en voiture, c'est intéressant. Si vous prenez votre trottinette électrique pour remplacer un trajet que sinon vous auriez fait à pied ou en transport en commun, sur le plan écologique, c'est pas hyper intéressant parce que vous évitez pas d'émissions de CO2. Donc, c'est plus complexe que ce que ça n'en paraît en fait. Voilà. Ouais. Et puis on commence à avoir des données là-dessus. Il y a un rapport de l'ADEME avec le groupe Systé qui traite du sujet, qui montre qu'aujourd'hui 90% des utilisateurs de trottinettes électriques l'utilisent pour faire un trajet que sinon ils auraient fait à pied ou en transport en commun. Donc, oui, mais enfin là on est un peu de nouveau dans la culpabilisation de l'usager, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question d'être dans la culpabilisation, c'est qu'on offre un nouveau service de mobilité et il faut être sûr qu'il correspond à un besoin et qu'en le proposant, on ait un impact écologique positif. Si on met des technologies parce qu'elles ont l'air vertes ou innovantes, je comprends ce que vous voulez dire, c'est plus dans l'information de l'usager. Il faut bien l'informer que l'usage qui fait de la trottinette électrique a plus ou moins d'impact en fonction de ses trajets quotidiens. Vous avez abandonné, je crois, Julien Mouillequet, les vélos électriques, c'est ça? Oui. Pourquoi? Alors, nous croyons, Bolt croit à la mobilité et donc au futur de la micro-mobilité à Paris, parce qu'on voit très bien qu'en Europe, les grandes agglomérations sont celles les plus propices et les plus adaptées en termes d'infrastructure pour proposer ces services de micro-mobilité. Et Paris, la raison pour laquelle la mairie a aussi fait un appel d'offres, on a bien remarqué que la ville de Paris était un attrait pour toutes les plateformes qui souhaitaient proposer ce service. Nous, aujourd'hui, de par la situation actuelle, sanitaire et un petit peu les conséquences économiques, on a décidé de retirer notre service, non pas parce que nous ne croyons pas aujourd'hui dans ce produit, mais plus parce que chez Bolt, on a vraiment on porte une très grande importance
au fait de proposer le meilleur service possible. Et aujourd'hui, les conditions dans lesquelles se trouve la micromobilité et la situation sanitaire actuelle, on a préféré mettre une pause au service. Que les conditions sanitaires, finalement, sont à peu près les mêmes pour les trottinettes électriques. Il faut aussi avoir des mesures sanitaires pour les nettoyer, puisqu'elles se passent, elles se louent sans qu'il y ait d'intermédiaire. Je suis renchéri. On pourrait même dire que la crise sanitaire incite les usagers à peut-être moins prendre les transports en commun et donc utiliser encore plus ces outils de micromobilité. J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi le lien, effectivement. En sortie de confinement, par exemple, la municipalité de Paris a montré qu'il y avait une augmentation de plus de 53% de l'utilisation des vélos, comme vous dites, de tout ce qui est mobilité tous, donc du vélo et de la trottinette électrique. Nous, aujourd'hui, de par la manière dont nous opérions et avec le produit que nous avions dans les contextes actuels, on a préféré mettre une pause à nos opérations, non pas pour mettre une fin définitive à l'offre à Paris, mais plus pour développer en interne, comme on l'a déjà fait sur notre trottinette électrique, un vélo répondant au mieux aux normes, etc. Ok, donc c'est une phase de redéveloppement du service. Pour proposer le meilleur service. Fournier, il y a aussi un problème de pollution visuelle, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent, il y a eu beaucoup d'articles notamment là-dessus, sur les trottinettes qu'on voit partout, sur les trottoirs, tombées de partout. Ça aussi, c'est un problème. Moi, je ne serais pas forcément tellement d'accord là-dessus, dans le sens où s'il y a quelque chose qui pollue visuellement une ville comme Paris, c'est plutôt la voiture aujourd'hui. On a 50% de l'espace public qui est occupé par la voiture, pour les places de parking, pour les routes, etc. Là, à côté de ça, les trottinettes, ça me semble quand même un détail assez négligeable. On ne puisse pas circuler sur les trottoirs, ça ne vous dérange pas? Non, normalement, on est censé ne plus pouvoir les mettre sur les trottoirs. Donc après, c'est aussi la responsabilité à la fois des opérateurs et des consommateurs qui utilisent ces moyens de transport de les mettre aux endroits ad hoc. Donc c'est pas le problème du mode de transport, mais de son usage. Le temps file vite, il reste moins d'une minute trente. La question, parce que ça, je trouve ça passionnant d'allonger la durée de vie des trottinettes électriques. Clément Fournier, vous avez évoqué un certain nombre de solutions sur la modularité, les matériaux qu'on utilise. C'est la bonne voie, ça, d'après vous? En fait, plus on utilise ces technologies longtemps, plus la pollution qu'elle a générée à sa fabrication est rentabilisée en quelque sorte. Donc si on utilise cette technologie que1 an, on a un peu pollué pour rien à la fabrication. Si on le garde 2-3 ans, c'est déjà mieux. Mais dans tous les cas, en fait, ces modes de transport, ils resteront légèrement polluants. Donc même si on les garde longtemps, il faut essayer de faire attention à comment on gère leurs impacts, etc. Le recyclage, par exemple, c'est un enjeu. Julien Mouilléquet, du coup, vous, c'est un enjeu et c'est une volonté chez vous, un objectif d'avoir des trottinettes plus durables? C'est exactement ça. Aujourd'hui, de par la production et comme il l'a dit, de l'entretien et même de la fin de vie, il y a des gros enjeux environnementaux. Et pour nous, c'est une de nos priorités majeures d'assurer un produit qui dure plus longtemps et qui a un impact, on va dire, mesuré ou mesurable et un impact idéalement de zéro sur l'environnement. Pour reprendre la société de conseil, le bureau d'études Sisté, qui est donc en charge de tous ces raisonnements, aujourd'hui, sur les 3 dernières années, on remarque qu'il y a eu 2% d'utilisation dans les transports dans Paris, de 2% d'utilisation des trottinettes électriques. Et donc, on aimerait voir ce chiffre augmenter tout en proposant un produit qui serait plus écologique, avec moins une conséquence sur l'environnement, pour un petit peu diminuer les émissions en ville. Merci beaucoup. Merci à tous les deux pour ce débat. Tout de suite, c'est Smart Ideas. On va parler de recherche scientifique responsable. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas, la bonne idée du jour avec Mélanie Marcel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice, la présidente de SoScience. Quand et surtout pourquoi vous avez créé cette entreprise? Alors j'ai créé cette entreprise à la sortie de mes études parce que en fait je m'étais lancée pour partir sur une carrière de chercheur, pour rentrer vraiment dans la recherche scientifique sur la question du lien machine-cerveau. Et dans mes expériences, je me suis rendu compte que la manière dont la valorisation scientifique était effectuée, donc vraiment la transformation des résultats de recherche en résultats économiques, ne correspondait pas forcément avec mes valeurs. Moi, j'avais des fortes envies d'impact social et environnemental. Et cette valorisation était surtout pensée en termes économiques, mais pas forcément en intégrant le social et l'environnemental. Et donc, en fait, la naissance de SoScience, c'était vraiment de cette envie-là
Et c'était de se dire, on va repenser cette valorisation pour pouvoir intégrer ces questions-là. Oui, mettre l'innovation au service de la société. Dans les titres, j'ai dit SOS Science. C'est vrai, quand on voit votre logo, il y a cette idée, et j'imagine que vous l'aviez aussi en tête. Est-ce que c'est aussi un SOS que vous lancez ? Alors en fait, c'est une très bonne question. Quand on a lancé SoScience, l'une des premières activités qu'on a mis en œuvre, c'était de pouvoir mettre en lien les chercheurs avec le monde économique, mais de l'économie sociale et solidaire. Et donc en fait, cette notion de SOS Science, c'était de se dire, voilà, aujourd'hui on a des grands enjeux de société, des grands enjeux sociaux, des grands enjeux environnementaux. On a besoin de la science pour y répondre. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à y faire appel ? Comment est-ce qu'on arrive à vous mettre en contact avec ces savoir-faire-là et avec ces compétences-là pour attaquer les problèmes que vous voulez attaquer ? Et donc, c'était dans cette idée-là qu'on avait le SOS Science. Est-ce qu'on peut avoir des exemples concrets, du coup, de ce que vous faites ? Absolument. Alors, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est aujourd'hui, pour résoudre ces problèmes-là, grâce à la science, il faut faire vraiment de l'open innovation très ouverte. Donc, pas seulement mettre en lien les industriels et les startups, mais mettre en lien industriels, start-up, associations, chercheurs, et donc en fait que tout le monde soit autour de la table, même collectivité territoriale par exemple, pour créer les solutions scientifiques, économiques de demain. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monte ce type de programme-là. Un exemple très concret, récemment, notre dernier programme qui est en cours, c'était sur la question du packaging, qu'on a lancé en partenariat avec un grand industriel, puisque c'est avec Perrier qu'on le fait. Et en fait, la question, c'est de se dire, évidemment, le packaging, on sait que c'est un enjeu à la fois environnemental, mais aussi un enjeu scientifique et technique, puisqu'on est sur de la science des matériaux. Et donc, on a créé ces groupes mixtes avec des entrepreneurs sociaux, des chercheurs, des personnels techniques de Perrier, pour essayer de s'attaquer à cette question-là et finalement réinventer le packaging pour avoir un meilleur impact environnemental. Alors là, il y a une grande marque, Perrier, c'est Nestlé Waters qui est derrière. Mais est-ce que d'une manière générale, l'économie solidaire et responsable, elle manque pas un peu justement de moyens pour s'offrir de l'innovation, de la recherche et développement, et donc les cerveaux des scientifiques ? Exactement, et c'est pour ça qu'on existe, c'est que quand on fait ces groupes-là, on arrive à mettre en commun, alors à la fois une grande marque qui peut se permettre de faire appel à des scientifiques, mais aussi des plus petits acteurs qui ont besoin de l'expertise des chercheurs, mais qui vont aussi être très utiles à cette grande marque-là, parce que il y a besoin d'innovation, il y a besoin d'une manière de penser différente, et ces acteurs de l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est les acteurs du monde de demain, et ils voient les challenges d'une manière différente, et donc ils sont très intéressants aussi pour ces grands industriels. Donc vous êtes l'intermédiaire entre, ces cerveaux scientifiques et puis les industriels, les entrepreneurs qui ont besoin de s'appuyer sur ces connaissances-là ? Absolument. Et en fait, c'est extrêmement important de faire ce lien et d'avoir ce tiers qui fait ce lien, parce qu'aujourd'hui, on sait que toutes les notions de recherche partenariale, c'est extrêmement difficile à mettre en œuvre tout seul. C'est des acteurs qui n'ont pas les mêmes langages, qui ne se comprennent pas forcément, qui n'ont pas les mêmes temporalités. Donc nous, on est là pour mettre tout le monde en fait d'accord et tout le monde sur un plan d'égalité pour pouvoir faire des vraies collaborations et qui vont mener à des fruits et des fruits pérennes, on espère. Ouais, avec un label que vous avez lancé avec d'autres partenaires, que le label Innovation Responsable. L'idée, c'est quoi ? C'est d'abord d'identifier peut-être des innovations et justement d'aider à les financer. C'est ces deux leviers dont on parlait ? Alors ça, c'est une très bonne remarque, parce qu'aujourd'hui, l'innovation responsable, alors, c'est quelque chose qui est connu des acteurs de terrain. Donc, par exemple, nous, SoScience, on est vraiment un expert. On aide, par exemple, la Commission européenne sur ces sujets. Mais c'est très peu formalisé. Et quand on n'est pas expert comme nous, on peut vite se perdre. Et donc, en fait, c'est l'idée de ce type de label-là. C'est de pouvoir mettre en place des grilles de critères, de l'accompagnement pour pouvoir vraiment faire des choses dans le bon ordre, avec les bons acteurs. Et donc, le principe même de ce label, déjà, c'est de faire connaître ce concept. Et puis, c'est de pouvoir agréger, finalement, les acteurs qui vont pouvoir accompagner, que ce soit les universités ou que ce soit les industriels, dans cette direction, avec des vraies méthodologies et avec des vrais critères. Merci beaucoup. Merci Mélanie Marcel. Bon vent donc à SoScience et à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de notre émission. Déjà, on se retrouve demain. Oui, c'est bon signe en même temps. À 9h, midi et 20h30. Ciao.